C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Et nous parlons comptabilité ce matin avec Michel Besançon du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Dans un instant, nous parlerons de l'économie, évidemment, et de reprise économique. Auparavant, on va revenir sur l'apprentissage parce que ça avance pas mal. On va pouvoir créer de nouveaux postes d'apprentis à la rentrée. Oui, comme on en avait déjà parlé un petit peu, il y avait une crainte sur cette génération qui arrive sur le marché de l'emploi par l'apprentissage, qui est une excellente école, qui permet d'allier à la fois les études et la vie en entreprise. Des aides donc sont bien mises à disposition pour permettre tout simplement une annulation totale du coût si on a un apprenti de moins de 20 ans ou de 20 ans, hein, puisque la rémunération de l'apprenti dépend, on va dire, de son âge, elle est normée. Et donc, cette possibilité-là va s'offrir d'un point de vue à la fois financier. L'occasion de faire un petit rappel de à quoi sert quelque part pourquoi embaucher un apprenti, tout simplement pour former son futur salarié, ses futurs collaborateurs à ses propres méthodes de travail. C'est un contrat qui dure 1 à 2 ans, donc c'est un processus long. Ça permet potentiellement à terme d'embaucher en CDI à la fin du contrat en limitant les risques de se tromper, et ça je pense que c'est important, hein. Les périodes d'essai sont relativement courtes. La période du contrat d'apprentissage va permettre de pouvoir mesurer exactement les aptitudes de la personne et de pouvoir ensuite s'engager sur le long terme. Ensuite, on en a parlé, c'est de bénéficier des aides économiques, c'est-à-dire de réduire le coût dans un premier temps, puisque la personne est en phase d'apprentissage, donc c'est pas une personne qui peut exercer une activité à temps complet comme un salarié normal. Et puis enfin, pour transmettre son savoir-faire qui est lié à l'entreprise, soit dans le cadre d'une préparation du départ à la retraite du chef d'entreprise, voire éventuellement d'un remplacement d'un autre salarié qui lui-même part à la retraite. Donc il y a plusieurs opportunités dans le cadre du contrat d'apprentissage, et je pense qu'il est important de rappeler évidemment pourquoi on accueille un apprenti, comment s'y prendre aussi, hein. Donc accueillir son apprenti, c'est une démarche qui est spécifique, qui nécessite quelques étapes. La première d'entre elles, c'est d'identifier ce qui est attendu par son apprenti, comment il peut prendre sa place dans l'entreprise, qu'est-ce que ça va changer. La deuxième étape, c'est d'envisager comment accompagner l'apprenti, vérifier sa disponibilité pour cela. Et enfin, engager une démarche de recrutement et d'intégration. Donc, avant d'embaucher, j'ai envie de dire, un apprenti, il y a peut-être ces étapes préalables qui sont bonnes à rappeler. Et au-delà des notions d'aide financière, c'est qu'on embauche réellement quelqu'un qui va vivre dans l'entreprise et qui va faire partie de l'entreprise. Et donc, c'est important de bien choisir la personne qui soit en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Allez, on parle évidemment d'économie maintenant sous le bien Michel, avec un petit mot sur la reprise. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait entendre pour l'automobile, par exemple, ça repart plutôt bien. Oui, ça repart plutôt bien. C'est lié à deux phénomènes. Le phénomène où il y a un besoin, puisque pendant plusieurs mois, il a été impossible d'acheter des véhicules. Donc, les particuliers ont le souhait de pouvoir acheter un nouveau véhicule. On sait aussi qu'il y a une période pré-vacances, j'ai envie de dire, qui est propice à l'achat des véhicules. Et puis, il y a un phénomène autre qui est d'ordre financier. Il y a les aides qui sont proposées par l'État en ce moment, mises à disposition, notamment pour les véhicules à empreinte carbone beaucoup plus faible. Et puis, les promotions qui sont proposées par les concessionnaires qui n'ont pas pu vendre et qui ont besoin probablement d'écouler quelques stocks. Je pense que ça va peut-être pas durer forcément trop longtemps parce qu'il y a une vraie demande, hein, donc ça tire énormément. Les concessionnaires font le constat d'un afflux dans les concessions de manière assez importante, alors peut-être pas de manière équilibrée partout, mais en tout cas il y a quand même une demande qui existe et on est même au-delà de l'activité normale en ce moment, en moyenne en France. Hein. Fait qu'il y a un phénomène de récupération aussi. Ça bouge. Allez, c'est un peu plus compliqué par contre pour la restauration malgré la réouverture. Oui, au niveau des cafés, hôtels, restaurants, il y a un peu tout ce qui se passe. Il y a des activités, on va dire, de restauration qui fonctionnent plutôt bien parce que
leur clientèle et leurs créneaux sont plus basés sur les notions de sortie, de plaisir et autres. Et puis, il y a des activités de restauration qui sont liées à l'utilité, notamment les midis, où les travailleurs en ville, ne rentrant pas chez eux, allaient au restaurant. Ces activités-là sont impactées parce qu'il demeure toujours un niveau important de personnes en télétravail. Et il y a un autre phénomène qui joue, c'est les phénomènes de distanciation, donc de réglementation, qui font que le taux d'occupation, on va dire, ne peut pas être à son maximum. Donc on a un retour des gens, évidemment, dans les restaurants, mais pas avec le même niveau, on va dire, d'occupation. Donc on parle d'une activité qui serait comprise entre 70 et 80% aujourd'hui au niveau, là aussi, national, des cafés, hôtels, restaurants. Enfin des cafés et des restaurants surtout, ce qui n'est pas évidemment satisfaisant pour eux puisqu'ils ont déjà vécu 3 mois de vide. Donc pour l'instant, on n'est pas revenu à des flux normaux. On espère que la mise en œuvre réelle des dispositifs de tickets restaurants avec l'allongement, on va dire, l'augmentation du plafond maximum et l'usage pendant les week-ends et les jours fériés permettra aussi de relancer cette économie-là qui évidemment a été impactée. On espère aussi que pendant la saison estivale, ils puissent bénéficier, on va dire, du recentrage territorial. On pourra en reparler aussi, peut-être des Français sur leurs vacances au niveau local ou au niveau français. Dans un instant, on en parle du tourisme. Auparavant, un détour par la construction, là aussi, c'est plutôt calme. Alors, la construction, 90% des chantiers ou 95% des chantiers ont repris, donc ça, il n'y a pas de blocage particulier. En revanche, les normes de distanciation, on sait que dans le milieu de la construction, dans le milieu, on va dire, du bâtiment en général, c'est un travail de proximité, on travaille en équipe, on travaille même avec des corps professionnels différents en proximité, je veux dire. Un électricien et un plaquiste sont à travailler, on va dire, quasiment main dans la main au niveau des chantiers. Il faut que l'un puisse passer les câbles juste après l'autre. Eh bien, inévitablement, c'est ralenti. Donc, les niveaux de construction sont plutôt, on est à revenu, pas à plein régime, on est à peu près à 70%, même si 95% des chantiers repris, on est plutôt à 70% d'activité par rapport à la normale. Et donc, on prend du retard dans les constructions. Tous ceux qui sont amenés à avoir une construction en cours savent que leur chantier a pris 3-6 mois de retard potentiellement. Et donc, effectivement, le milieu de la construction, ça va impacter forcément le coût de la construction inévitablement, puisque c'est pas forcément aux entreprises du bâtiment de subir ça. Elles le subissent, mais en tout cas, évidemment, ça va impacter, je pense, aussi le coût de la construction. On parle du tourisme et évidemment, les vacances approchent. Est-ce que pour l'instant, les Français réservent beaucoup ? Alors, il semblerait que non. Les personnes sont plutôt dans une logique attentiste, semble-t-il. Sûrement pour une raison assez simple, c'est que c'est une somme conséquente de réserver ses vacances. Et quand on réserve, c'est parce qu'on se projette évidemment et que peut-être qu'un certain nombre de Français ne sont pas encore dans la logique de la projection certaine, puisque c'est Maître des Arts. Alors même si on a dit qu'il serait remboursé ou autre, il y a peut-être un petit blocage aussi à ce niveau-là. On semble se destiner aussi vers un marché dit last minute, au sens où il y a réservation de dernière minute. Probablement plus de proximité avec un peu moins d'éloignement. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de professionnels du tourisme, ce qui ne va pas forcément aller contre l'activité économique en France, puisqu'on sait qu'on est un beau pays et il y a beaucoup, beaucoup de belles régions à visiter, donc avec une diversité et une proposition, on va dire, touristique importante. Mais aujourd'hui, les professionnels peuvent constater, à part des endroits très précis, ça se rue pas sur les réservations de manière significative. Il y a des choses qui vont bien, mais il n'y a pas eu un effet comme je dirais dans certaines activités. On parlait de l'automobile tout à l'heure, où tous les gens ont besoin de partir en vacances et donc de réserver leurs vacances. On n'a pas l'impression de ça. Maintenant, il y a des choses qui se passent, c'est en train de se mettre en œuvre. En plus de ça, le déconfinement commence vraiment à se mettre réellement en œuvre dans la tête des gens. Les gens se retrouvent, se revoient. Donc, probablement que ça va venir au fur et à mesure du temps. Et puis là, je pense que la saison estivale étant toute proche, les gens vont commencer vraiment probablement à réserver assez rapidement maintenant. On peut l'espérer en tout cas pour les professionnels du tourisme qui eux aussi ont besoin de ne pas vivre une année trop grise. Allez, les bonnes nouvelles arrivent avec une salve de réouverture à partir de ce lundi.
Oui, et juste avant cette salve de réouverture, peut-être de parler d'activités économiques qui, elles, sont revenues quasiment à 100%. Il va y avoir tout ce qui va concerner la mode, la beauté, tout ce qui est lié aux jardiniers et autres. Ces activités-là sont revenues quasiment à leur plein régime. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, dans la suite de ça, on va espérer qu'un certain nombre d'activités puissent bénéficier effectivement de la relance. Et de réouverture administrative vont aider cela. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout ce qui va concerner les sports collectifs sont ouverts donc, depuis ce jour à la réalisation, avec tout le respect des protocoles qui vont bien. Et puis, à compter du 11 juillet, se dessine la réouverture des stades, des hippodromes. On sait que dans notre secteur, le milieu équin a été impacté par la fermeture des hippodromes, toujours soumis à la limite des 5000 personnes, mais ouvert. Les salles de spectacle aussi vont s'ouvrir. Et puis, alors pour l'anecdote, les croisières en mer aussi vont pouvoir s'ouvrir. Ben voilà. Voilà. Hein. Donc, bon, en Maine-et-Loire, on est un peu moins concerné par la croisière en mer, mais on peut avoir un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des conséquences de ça. Et puis en septembre, évidemment, la réouverture de tout ce qui est foire, exposition, salon, et les discothèques sont donc prévues à la réouverture en septembre. Bon, donc la foire expo de Segré, donc le 20 septembre, enfin le week-end du 20 septembre. Oui. Et puis oui, nous serons là. C'est ça, exactement ça, on en reparlera. Et puis les discothèques, donc pour la rentrée de septembre, on sait que c'est un peu dur pour le monde de la nuit. Oui, c'est une activité économique aussi qui peut paraître comme ça assez lointaine et qui a une vraie économie qui est évidemment aussi sur les loisirs et qui, je pense à la jeunesse, qui peuvent être aussi intéressés à pouvoir se divertir par ce biais-là. Effectivement, c'est pas possible en ce moment. Et puis pour les professionnels, c'est très compliqué. Hein, donc ils font partie de ces entreprises qui sont lourdement pénalisées par les fermetures administratives et pour lesquelles il y a des dispositifs particuliers. Mais évidemment, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est de pouvoir réouvrir le plus rapidement possible et pouvoir vivre de leur économie. Et donc la reconduction pour toute cette économie-là du fameux fonds de solidarité. Voilà, fonds de solidarité. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été permis, hein, je le rappelle. Le PGE, le prêt, le fait de pouvoir, on pouvait reporter ces annuités à 6 mois pour les entreprises, je vais dire, qui ont été fermées ou qui ont eu des impacts limités dans le temps. Les autres, les activités du tourisme au sens large, dont les discothèques dont on parlait, ont la capacité de pouvoir emmener sur 12 mois, de reporter leurs annuités sur 12 mois. Et effectivement, le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité devait être ouvert pendant 3 mois. Il a été donc mis en place jusqu'au 31/12/2020 pour ces activités-là. Avec dans le même temps le renforcement des contrôles. C'est-à-dire que on sait que pris dans le feu de l'action, les services de l'État ont tout ouvert. Et là, les agents donc, disposent de compétences de la transmission entre administrations pour vérifier, croiser les informations et vérifier qu'évidemment, personne n'est abusé du système. Donc, en même temps que la réouverture, enfin l'allongement du fonds de solidarité du premier volet, eh bien, il y a en même temps un renforcement des contrôles pour pouvoir permettre que les usages et les bénéficiaires du dispositif soient les bons. Et puis, ce qu'on peut dire, il y a un premier volet dans le fonds de solidarité, il y a un deuxième volet qui est pour les entreprises qui sont le plus en difficulté, qui ont des difficultés à payer leurs dettes. Et donc, avant, le dispositif du deuxième volet était accessible que pour les entreprises qui avaient au moins un salarié. Et cette possibilité-là, enfin, ce côté impératif vient d'être levé. Donc, même les entreprises qui n'ont pas un salarié pourront bénéficier aussi du deuxième volet. Donc, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là encore, on le répète, si vous aviez été refusé, pensez à éventuellement redemander parce que vous pourriez en bénéficier aussi. Allez, pour conclure, et je sais, je connais un peu votre réponse, mais quand même, je pose la question. À quoi doit-on s'attendre pour ce mois de septembre sur un plan économique ? On en entend un petit peu parler, hein, clairement. Là, beaucoup d'entrepreneurs ont tendu le dos, réouvrent, remettent en place les activités. Il y a des entreprises qui vont évidemment fonctionner de manière complètement normale, avec une activité qui va être tout à fait logique, c'est-à-dire
Les coiffeurs, on va toujours avoir besoin de se faire couper les cheveux. Il y a des activités, il va y avoir toujours de la vente de véhicules. Voilà. La question, c'est la proportion. Pourquoi ? Parce que, soyons clairs, aujourd'hui, je vous avais parlé de la reprise économique. La reprise économique, elle est de l'ordre de 90% du fonctionnement normal de la France à ce jour. De l'ordre. On ne peut pas avoir des chiffres exacts en instantané, mais c'est de l'ordre, avec quelques indicateurs. Ce qui veut dire qu'on a fait une reprise, qu'on a eu une chute, et puis ensuite on a eu une reprise de ce type-là. C'est-à-dire ce qu'on a appelé une reprise en V, chute puis remontée. Mais sauf que cette reprise en V, elle est en train de s'incliner légèrement. Je veux dire, ça va ressembler à une racine carrée, cette affaire. La question, c'est est-ce que cette racine carrée va remonter vite fait sur le 100 ou pas ? C'est pas forcément certain, et évidemment certaines activités économiques pourraient effectivement péricliter, et donc avec potentiellement le chômage. Et c'est plutôt certaines entreprises qui étaient des fois fragiles qui vont avoir des difficultés à passer le cap de septembre, octobre, novembre. Donc on parle d'une augmentation importante de faillite et donc augmentation du chômage en septembre. Ça, c'est l'enjeu au niveau global. Au niveau économie locale, on constate quand même, nous, les entrepreneurs que nous sommes amenés à accompagner, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des réorganisations, des ajustements, mais au final, assez peu au niveau local de risque de procédure de sauvegarde, notamment dans une entreprise, ou carrément de liquidation d'entreprise. Donc, peut-être plus au niveau macro, des choses importantes qui pourraient évidemment faire toucher toute l'économie, on va dire, et si on ne rattrape pas ces 10 points qui nous manquent. Pour l'instant, au niveau local, moi, ce que je constate avec mes collègues, c'est qu'il y a ici ou là quelques entreprises qui peuvent être impactées, mais pas d'effondrement du tout, pas de choses graves. En tout cas, tel que ça se profile pour l'instant, même si évidemment, il peut y avoir ici ou là une ou deux entreprises qui peuvent être impactées. Merci Michel, et puis on vous retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous éco avec le CERF France Maine-et-Loire. Rien à ajouter ? Non, tout est OK, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine. Bon, vous, pour les vacances, vous partez quoi, faire le tour des CERF France ? On pourrait faire CERF France Indre-et-Loire, CERF France Auvergne. Je vous accompagne. Le gros avantage du réseau CERF France, c'est qu'effectivement, il y a 700 agences sur toute la France. Donc, on a un réseau de proximité. Et donc, si je vais en France, je dois pouvoir trouver une agence à peu près tous les 25 km. Donc, évidemment, je peux traverser la France en gardant un œil sur mes collègues. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.